Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Liliane, merci beaucoup d'être de nouveau dans mon podcast. Je suis vraiment ravie de te retrouver. Parce qu'en fait, tu as suivi déjà l'évolution de Réel depuis le tout début. Pour la petite anecdote, nous nous sommes rencontrés à l'époque où je me suis posé des questions concernant Cosette et son rachat. Je renvoie bien entendu tout le monde à l'écoute ou la réécoute de ton podcast que tu as fait maintenant il y a 3 ou 4 ans, je crois. C'était vraiment au tout début de Réel. Je t'ai demandé de revenir, Liliane, dans le podcast pour 2 raisons. D'abord, pour qu'on organise cette interview ensemble, enfin pour qu'on se reparle à nouveau. Et par ailleurs, pour que tu reviennes régulièrement dans le podcast, parce que je t'adore, que je trouve que tu as un ton assez hors du commun, que tu dis des choses, voilà, parce que je te connais et je connais ton franc-parler et ta vision des choses, de la vie. Et j'ai tenu à te donner la parole régulièrement dans Réel, à travers des chroniques. Donc, à toutes et tous qui nous écoutez, sachez que Liliane sera de retour mensuellement, voire plus, et avec des chroniques qui vont vous faire rire et réfléchir. Voilà. Liliane, sans plus tarder, on va pas refaire tout ton parcours, mais est-ce que je peux te demander de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et simplement nous dire voilà, qui tu es. Tout d'abord, merci beaucoup de ton accueil, Estelle. Donc moi, je m'appelle Liliane Rodière, je suis journaliste, je suis auteure. J'ai été cofondatrice de Cosette et que j'ai quitté en 2016. Et depuis 2016, j'ai écrit des livres. On va en reparler. Ouais. Et je suis pigiste. Ouais. Et j'observe le monde. Ouais. Est-ce que justement tu veux bien nous parler de tes écrits, enfin de tes ouvrages? T'en écris pas mal quand même, hein, et ça finalement de manière assez régulière. Oui, je m'attendais même pas à ça. C'est venu un peu par surprise. C'est-à-dire que quand j'ai arrêté en 2016, bien fatiguée, j'ai découvert ce que j'appelais l'oisiveté et non pas le désœuvrement. Et j'avais adoré ça. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais travaillé quand même malgré tout. Donc j'ai sorti un roman, le premier roman, toujours un peu autobiographique, dans une petite maison d'édition. Ça s'appelle Tu reconnais pas Mozart. Et l'année suivante, j'ai sorti Les gens honnêtes ont-ils un avenir, pour en finir avec les gougnafiers. Ça a été, je crois qu'après avoir écrit celui-là, je me suis dit je peux tout faire maintenant dans la vie. Je suis passée par le chat d'une aiguille, j'ai vécu des contorsions psychiques terribles parce que ça demandait à se mettre en avant. Et donc ce qui est le contraire des gens honnêtes. Et je me suis dit je le fais pour que les autres suivent, pour que d'autres le fassent. J'ai failli renoncer, mais j'avais signé chez First Edition, donc il n'était pas question de reculer. Et cet ouvrage est sorti pendant le Covid. Et ensuite, j'ai coécrit, j'ai accompagné la maman du dessinateur Charb, Denise Charbonnier, à écrire Lettre à mon fils. Charb ayant été un de mes anciens collègues, ami, à Charlie Hebdo, ami. Et quand sa maman est venue me demander si je pouvais l'aider, ça a été oui tout de suite. Et ça a été très très rapide. On a fait tout ça en 1 an, publié chez Lattès, qui nous a très bien accueillis. Et j'ai eu l'impression de lui ramener Stéphane à la maison, parce que c'était Charles dont on parlait tout le temps. Et c'est Stéphane qu'elle a réussi à se réattribuer. Et ça fait partie un peu de mes devoirs. Les thèmes que tu aimes
traiter. En tout cas, j'aimerais qu'on revienne sur le premier livre que tu as écrit. Quand tu dis qu'il est un peu autobiographique, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu as voulu dire à travers ce livre ? Alors, j'ai pas trop envie de le raconter, mais en tout cas, le lien que je fais avec les autres, c'est toujours d'écrire pour dire ça peut vous arriver, ça vous arrive, n'ayez jamais peur de dire ce qui vous arrive, ne vous prenez pas pour plus bête que vous n'êtes. Il s'agit tout simplement d'une histoire très banale de dépit amoureux et comment on se comporte et comment on est quand on me parle de consentement, ça me fait beaucoup rire la plupart du temps parce que je pense que le consentement idéal n'existe pas vraiment, enfin je reviendrai sur bien sûr qu'il y a des nuances à faire et voilà, donc ça s'appelait Tu reconnais pas Mozart et c'était juste, et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit alors là j'ai vécu ça, il y a même des personnes homosexuelles qui m'ont dit c'est dingue, j'ai vraiment vécu ça. Donc je précise, je suis hétérosexuelle puisqu'on est obligé de le dire maintenant, enfin non là je rigole et donc ça m'a fait très plaisir. Les gougnafiers, qu'est-ce que t'appelles les gougnafiers ? Les gougnafiers, je crois que ça va être la lutte de ma vie. C'est-à-dire que chacun épouse des causes. Alors des grandes causes en général, c'est l'action contre la faim, ou c'est aller en prison, ou c'est contre les pesticides et tout. Ouais. Moi, c'est contre les gougnafiers du quotidien, c'est-à-dire ceux qui nous cassent les pieds à longueur de journée. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont absolument aucun sens de l'autre, aucun sens de savoir-vivre, aucune règle, c'est tout pour moi. Et en fait, je me suis rendu compte que ça fait un mal de chien à la société. Et alors, on se retourne toujours vers les plus grands, vers les présidents, vers les politiques, etc. Mais nous-mêmes, on a un travail à faire sur le terrain, j'en suis sûre. Et c'est justement de s'opposer à ces gougnafiers, quoi. Et les ça fera partie des chroniques que je souhaite faire pour bien définir ce que c'est un gougnafier et qu'est-ce qu'on peut faire et le danger du gougnafier. C'est une sorte de conte compétition. Ouais. C'est pas qu'un conte, c'est un conte compétition. Avec des exemples hyper probants dans ton livre, on peut le préciser. Ce qui m'intéresse aussi, c'est tout de même... c'est ce que je disais en amont, si tu veux... ta vision partagée lors du premier épisode avec moi m'a beaucoup marquée. Parce que d'abord, tu m'as donné des références littéraires importantes. Mais par ailleurs, tu m'as éveillée à ce que tu appelais, ou appelles, je ne sais pas, on va voir, la vibration féminine. Ce terme, je l'ai beaucoup repris après. Je t'ai cité toujours. Merci. Mais c'est vrai que la vibration féminine, en fait... tu faisais appel à des écrits de Leonora Miano, mais j'aimerais bien qu'on revienne sur cette notion, puisque quand on a enregistré, on n'avait pas encore traversé tout ce qu'on est en train de traverser aujourd'hui, à savoir un confinement, enfin une pandémie, confinement, des guerres, il s'était pas passé autant de choses dans le monde. Moi-même, si tu veux, après je vais me taire, mais j'ai constaté une sorte de retour en arrière ou de ralentissement sur plein de choses qui, pour moi, avaient été amorcées avant le Covid. Ou en tout cas, il y a plein de choses qui sont passées sous silence ou dont on n'entend plus parler. Je trouvais qu'on allait dans une bonne dynamique, si tu veux. Enfin, je pensais qu'il y avait une bonne dynamique il y a de ça maintenant 3 ans, ou 3-4 ans. Et sauf erreur de ma part, je trouve qu'on est un petit peu en train de rétrograder. Est-ce que je me trompe selon toi ? Moi, ce que j'ai constaté, c'est que ce Covid n'a servi à rien. Ça, c'est une immense tristesse pour moi. C'est vraiment, je pensais qu'il y aurait un monde d'après. Je pensais que c'était, enfin moi, je le voyais un petit peu comme quelque chose d'un peu spirituel, de se dire attention, là, c'est un avertissement, parce qu'on nous envoyait pas la peste quand même, mais on se rendait compte déjà au niveau de l'environnement à quel point la nature était quand même celle qui commande, et que non, la nature n'est pas la maison de l'homme, c'est la maison du vivant, et que à partir de là, il y aurait forcément une réflexion commune. Le monde entier a été arrêté. C'était une chance extraordinaire que pendant des semaines on puisse se dire réfléchissons.
réfléchissons à ce qui fait que cette pandémie peut traverser comme ça la Terre entière. Et effectivement, après est reparti, j'ai eu l'impression à fond la caisse, la consommation, l'ultra-consommation, des choses inutiles. J'ai vu aussi un gros problème psychiatrique. Je vis à Paris, je prends le métro. Je suis d'accord avec toi. Et j'ai remarqué vraiment des gens qui avaient dû se paumer complètement dans cet isolement. C'est comme le disait, on l'a beaucoup rappelé à ce moment-là, le philosophe Pascal disait que voilà, pour se tenir, voilà, que le propre de l'homme, c'était de ne pas pouvoir tenir. C'est se retenir. Voilà, dans une chambre seul. Et moi, je vois beaucoup de psychiatrie et j'ai l'impression que on n'a pas beaucoup avancé. En fait, oui, il y a eu un temps. Ça n'a servi à rien, je dirais que ça n'a servi à rien. Et pour moi, la preuve la plus éclatante, c'est qu'on ose maintenir, par exemple, et ça j'en ferai aussi des chroniques, la Coupe du Monde au Qatar, qui est l'alpha et l'oméga de tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est pas un pays qui peut accepter une Coupe du Monde de foot puisqu'il fait trop chaud. En termes de droits humains, c'est une catastrophe. Il y a des milliers, 6500 ouvriers morts. Dit-on. Quand je me suis renseignée sur les infrastructures qu'ils ont montées pour que il fasse pas trop chaud, ils agissent sur les nuages et tout. Et je me suis dit, c'est à nous qu'on demande de faire des économies en nous brossant les dents, en nous engueulant sur notre bilan carbone. Je me suis dit, non, là, les nations vont refuser. Bah non, on y va. On y va. Alors... je reviens sur la vibration féminine. Oui. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu m'avais parlé de ça en disant, on cherche l'égalité, certes, on cherche potentiellement également la complémentarité entre les sexes. Mais ce que dit justement Leonora Miano, c'est que le monde entier manque de vibration féminine. C'est-à-dire que, en gros, chercher à lutter pour des droits ou pour des égalités ou pour une complémentarité dans un monde qui lui-même ne change pas, finalement, ça sert pas à grand-chose. En tout cas, ça sert bien évidemment, attention, je ne balaye pas du revers de la main, des droits fondamentaux, des égalités salariales, enfin, toutes ces choses-là, on est d'accord là-dessus. Mais ce que tu expliques, en tout cas ta vision, c'est de dire, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, on va peut-être se battre contre un mur. Enfin, on va peut-être c'est-à-dire que ce qui n'a pas changé, c'est que les mouvements féministes à qui on doit énormément. Je suis bien sûr. Voilà, je me reconnais pas en elles, mais en tout cas, ce sont des vigies absolument nécessaires. Mais ces mouvements féministes, les seuls que je connaisse pour l'instant, ce sont des femmes qui agissent contre les hommes et pas contre le système, pas vraiment contre le système de la domination masculine. C'est-à-dire que si t'es un homme, t'es coupable. Les hommes d'aujourd'hui sont pas responsables de ce qui s'est mis en place il y a des millénaires. Et je trouve vraiment dommage. En plus, c'est assez paradoxal parce que elles refusent de parler du masculin et du féminin. Ça n'existerait pas alors qu'il y a pléthore de transgenres maintenant. Donc, il faudrait quand même comprendre s'ils sont transgenres. C'est bien qu'ils se sentent plus ou moins féminin ou masculin. Moi, je tiens beaucoup à ces notions de masculin et de féminin. Si on comprend bien qu'en nous portons les deux. Bien sûr. Et que certains d'entre nous ont plus de masculin, plus de féminin. C'est très compliqué d'expliquer la vibration féminine. Moi, je la ressens profondément, tout comme je peux ressentir ce qui est de l'ordre du masculin chez moi. La vibration féminine, j'y réfléchis beaucoup parce qu'on me pose la question. Moi, je dirais que c'est une forme d'intuition, de prévention. C'est une sorte de, d'anticipation, de protection. Je pense que quand on a un côté féminin, on peut vraiment c'est l'anticipation. On rentre dans une pièce, on a tout de suite vu. Je sais pas si c'est parce qu'on a des enfants ou quoi. On repère immédiatement plein de choses, ce qui pourrait être dangereux, pas dangereux, etc. Après la vibration masculine, tout ça est à compléter. J'en donne pas une version. Je suis en recherche. Celle qui est masculine, oui, c'est
C'est le côté plus guerrier, oui, c'est le côté peut-être plus, ouais, je dirais guerrier. J'ai pas trouvé beaucoup de choses. Et attention, le côté masculin, c'est pas la virilité outrancière qu'on leur a appris aussi. Il faut voir que dans cette domination masculine, et je le disais déjà la dernière fois, Françoise Héritier le rappelle, mais il faut toujours le rappeler, c'est que la domination masculine ne fait du bien à personne, à personne. Donc c'est bien ce système qu'il faut balayer. Et en plus, si on pouvait balayer un peu aussi le système capitaliste, enfin ultra-libéral. Et en fait, je ne connais pas de mouvement qui s'occupe de ça. Je ne connais pas, moi, je ne peux me reconnaître dans aucune... Je suis féministe et je garde j'y tiens. Mais, alors comme tu dis, bien évidemment, violence faite aux femmes, mais ça... Les fondamentaux. Tout le monde s'occupe de ça. Donc ça, c'est très bien. Par contre, on s'occupe pas de l'avenir. Et si c'est pour imiter les hommes, si c'est pour tout faire comme les hommes, je vois vraiment pas l'intérêt. Je vois vraiment pas l'intérêt. Bien sûr. Ça, je développerai aussi. Ouais. Ce mode binaire que tu expliquais justement, j'aimerais juste qu'on revienne un petit peu dessus sur la femme victime et l'homme très très coupable. Qu'est-ce que tu as pu observer là depuis qu'on s'est parlé, si tu veux, dans ce sens-là? Est-ce que tu as des exemples en tête? Est-ce que tu as... je sais pas, est-ce que tu as lu, vu que tu lis énormément, que tu es quand même entouré de gens voilà, qui sont... qui se cultivent, qui lisent également. Est-ce que toi, tu as ressenti justement cette dichotomie de manière plus virulente ou moins virulente, je ne sais pas, depuis qu'on s'est parlé? Moi, j'ai surtout ressenti que personne ne ressentait cette dichotomie. C'est-à-dire que moi, je vis pas dans un microcosme germano-pratin où je fais mon métier, donc je rencontre des gens de mon métier. On n'évite jamais l'entre-soi, mais il se trouve que comme j'ai du temps, je fréquente énormément mon quartier, mes voisins, je viens de la province, etc. Et vraiment, ce que ne comprennent pas les gens, c'est pourquoi il y a cette opposition homme-femme. Pourquoi on fait passer les hommes pour ce genre de prédateurs, quoi. Oui, il y en a, bien sûr qu'il y en a, et c'est surtout dû à un système. C'est ce système, donc j'y reviens, qu'il faut absolument balayer. Moi, ce que j'ai remarqué de plus en plus, c'est que malheureusement, les hommes et les femmes s'éloignent du féminisme parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit, et parce que on dit des choses qui sont pas exactes. Qui sont pas exactes. Alors, la vague MeToo elle est géniale dans le sens où justement, les hommes et les femmes de bonne volonté ont observé et tout le monde s'est dit ah ouais quand même, ah ouais. Et ça c'était génial. Et j'espère que ça continue. J'espère que chez les jeunes garçons, chez les jeunes filles, mais après tout se complexifie, quoi. Et donc la critique que je fais cette critique parce que moi j'ai très peur d'un retour de manivelle. Le retour du bâton, ça va être le retour des machos parce que il y a un moment on va plus comprendre comment il faut se comporter. Les femmes qui disent moi je peux pas être féministe parce que j'aime mon mari, mais bien sûr, mais aime-le ma grande. Enfin, et voilà ce que j'ai constaté. J'ai constaté en plus que c'était chic d'être victime. Voilà. C'était très très chic d'être victime. Et alors maintenant, on est victime de tout. Et alors les femmes, si j'ai bien compris, là maintenant, être femme en France, c'est pire que être serf au Moyen-Âge, quoi. C'est une tannée, c'est épouvantable. Et là, je me dis non, là, il faut quand même pas exagérer parce que va faire un tour en Afghanistan, va faire un tour même en Colombie, va faire un tour dans les replis de l'Italie, là bien, tu vas voir où en sont les femmes. C'est pas du tout ça. Mais là, quand je vois que il commence à y avoir des mouvements parce que on découvre que on nous avait pas prévenu, dis donc, on souffre pendant la grossesse, des fois on a mal, dis donc, on nous avait pas prévenu qu'on dormait pas quand on est maman, mais, enfin, franchement, c'est quoi? C'est-à-dire que ce qui s'appelle la vie est insupportable. Ouais. C'est-à-dire que ce qui s'appelle la vie, alors j'entends le tabou des règles, le tabou des 3 premiers mois, le tabou, mais c'est quoi ces tabous? Enfin, et puis,
Et je demandais à une copine qui a une quarantaine d'années, qui est déchaînée, et elle me dit, ouais, le tabou des règles. Et je lui dis, mais franchement, toi, t'as vécu le tabou des règles, parce que moi, je suis plus âgée que toi, et c'est passé crème, quoi. Elle me dit, ouais, c'est dégueulasse, le sang bleu sur les serviettes périodiques, à la télé. Ah. Alors, mais maintenant, ils ont mis du sang rose, d'ailleurs, ils ont écouté. Ben, j'ai dit, ouais, mais enfin, les dragées Fuca, on est discret aussi, quoi. Non? Et je sais pas, c'est très pénible. Hein. On y reviendra. Au Fuca. Non, tu peux couper les dragées Fuca. À l'époque, tu m'as parlé d'un militantisme feignant. Est-ce que selon toi, c'est toujours d'actualité? Non. Je pense que ça a beaucoup changé. Je pense que il y a toujours cette partie des gens, mais il y a une partie qui est descendue dans la rue, c'est les gilets jaunes. Et là, c'était vraiment quelque chose, ça montait des profondeurs. C'était une révolte juste. C'était la révolte des gens sur qui tout tombe. C'est-à-dire des classes pauvres, mais aussi des classes moyennes en train de s'appauvrir. Des classes qui ne demandent pas beaucoup plus, elles demandent juste assez. Assez pour être digne, pour pouvoir offrir des choses à ses enfants, à ses petits-enfants. C'est terrible quand on est parent ou grand-parent de pas pouvoir aider, de pas pouvoir emmener son enfant au restaurant et moi vraiment là je me suis dit quelque chose va bouger. J'étais ravie de voir ce mouvement. Là je me suis dit oui, c'est vraiment ces gens-là qu'il faut aider. Et puis malheureusement j'allais presque chercher mon gilet jaune dans la voiture et en très peu de temps la violence, les débordements sont arrivés. Cette ultra-violence que je déteste, mais que je conchis. Et donc, et ce mouvement, malheureusement, des Gilets jaunes a été dévoyé, abîmé. Et ça, je trouve ça incroyablement triste. J'espère que ça va recommencer, mais sans venir tout casser. C'est pas comme ça qu'on se fait des amis, hein, je crois pas. Et je suis étonnée qu'il n'y ait pas de mort. On nous parle des borgniers, etc. Mais vu la violence, et ça me fait penser, très peu en ont parlé, j'ai recherché pour être sûre que je m'étais pas trompée. Un jour, il y a eu, dans les 2-3 premières manifs des Gilets jaunes à Paris, c'était les femmes des Gilets jaunes qui défilaient, tandis que les autres allaient tu t'en souviens, allaient se battre sur les ponts, les machins. Je suis sûre qu'on aurait gagné à ce moment-là. Les femmes se baladaient toutes seules et elles disaient « Oh, nos maris, ils sont en train de se battre. » et tout. Et elle disait des bisous, tout le monde. C'était avec une... Il n'y avait pas de haine, il n'y avait pas de... C'était juste... Mais pas de violence. Il n'y avait pas de violence. C'est là que je dis que ça a besoin de se féminiser, tout ça. Parce que la Terre a trop subi de choses masculines et violentes. Et je pense que ça aurait été un bon moyen d'obtenir des négociations. Ça aurait été un bon moyen de faire comprendre comment vivaient ces gens. Et maintenant, on vit dans une société d'archipel, quoi. Il y a ces gens-là, il y a une classe moyenne, il y a les quartiers, il y a les gens qui ont de l'argent. Tout le monde se déteste un peu. Moi, je déteste personne. Je déteste pas ceux qui ont de l'argent. Je déteste. Enfin, en fait, ma particularité, je crois, c'est de toujours me mettre des deux côtés. Donc forcément, ça porte un nom. J'ai trouvé le nom, mais je l'ai perdu. L'altruisme. Non, oui, ça. Mais c'est au niveau du raisonnement. Je sais plus comment ça s'appelle. Je le retrouverai. Mais et en fait, c'est pour ça, si on se met toujours des deux côtés, on comprend. Moi, la seule chose qui m'empêche de réfléchir, c'est vraiment la violence. Tu nous en as dit un petit peu, mais quel regard tu portes sur la France aujourd'hui? J'ai très très mal pour elle. J'ai très mal pour elle. C'est Sylvain Tesson l'écrivain voyageur qui, quand il rentre chaque fois qu'il rentre d'un grand périple à l'étranger, il dit à chaque fois, j'arrive la France, j'arrive dans un pays, dans un paradis où les gens pensent vivre en enfer. Et je pense t'es la deuxième personne à citer cette phrase. Elle est tellement juste. Et donc, là,
moi j'ai mal à cette France parce que effectivement il y a des choses qui vont plus, il y a des services publics qui vont plus, il y a des déserts médicaux, il y a des tas de choses comme ça, et mais je trouve qu'on la conchit un peu trop, quoi. Je trouve qu'on est un peu trop des enfants capricieux. Pas tout le monde, hein. Il y en a justement les gilets jaunes, tout ça. Il y a des gens, oui, il faut que leur niveau de vie change. Il faut aussi que le niveau de vie des pauvres change. Le niveau de vie, j'allais dire intellectuel. Parce que les pauvres, voilà, on s'en débarrasse. Quand on peut, on les loge, on leur file quelques allocs et après on les laisse s'endormir chez eux devant Netflix. Et manger des trucs invariés. Exactement. En l'occurrence, moi, c'est l'affaire Buitoni qui m'a heurté terriblement, étant donné que c'est pas forcément des gens fortunés qui achètent ces pizzas-là. Il y a un désert médical, mais alimentaire aussi. C'est ça. Donc, oui, moi j'ai mal à ce pays que je continue à adorer, qui fait que quand vous êtes soigné gratuitement, faut pas l'oublier. Voilà, les gamins sont scolarisés. Pareil qu'ils crèvent de faim à la cantine. Je demande à vérifier quand même. C'est quand même curieux. Ça me paraît curieux, ces choses-là. Voilà. Mon autre question, c'était est-ce que tu veux nous parler de choses qui t'agacent profondément, qui te révoltent? Je sais qu'il y en a plein, mais là, comme ça, si tu devais m'en citer une ou deux, qu'est-ce que tu me dirais? Alors, je pense que ce qui m'agace le plus, c'est le comptage, c'est l'arithmétique. C'est-à-dire que on va compter, quoi qu'il se passe, on va compter maintenant les blancs, les noirs, les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes, tout se fait par étiquette. Donc ça, je trouve que c'est le plus stigmatisant du monde. Moi, je suis colorblind, je me fous de ta couleur. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de choses encore mais à vaincre. Mais je suis toujours étonnée qu'on puisse défendre un mélange, une créolisation de la culture des gens en disant il y a tant de noirs dans cette salle, et il y a tant d'asiates, et puis il y a tant de blancs, et puis il y a tant de femmes, et puis ça me hérisse. Ça, voilà, qu'il y ait des quotas de femmes. La femme, c'est la moitié du monde. Elle porte une moitié du ciel. Donc, ça, je comprends. La parité, je comprends pas. La parité, je trouve ça complètement débile aussi. Qu'il y ait des quotas, oui. Voilà, donc il y a le comptage qui me rend complètement folle. La laïcité en danger. Ça me rend dingue. Le retour du religieux qui est en train de d'essayer de nous embourber à nouveau en disant ton passage sur terre, c'est un passage, tu vas souffrir pour aller au paradis. Le bonheur date de pas si longtemps, le bonheur sur terre de la Révolution, je crois, où on s'est dit tiens, peut-être que entre la naissance et le paradis ou l'enfer, on peut peut-être être heureux. On est de nouveau en train de nous dire non, ça c'est pas possible. Et puis la contradiction obstinée des imbéciles. Alors les imbéciles, je peux pas, ceux qui contredisent tout et qui voilà. Et qui deviennent négationnistes. Enfin, je lisais un article d'ailleurs tout à l'heure. Il y a un sujet sur ça. Excuse-moi, je me permets, désolée, je t'ai coupé, mais non, mais parce que j'ai vraiment lu un truc similaire à ça, c'est-à-dire que le manque d'information, le manque de cerveau, tout simplement, sur les réseaux sociaux, fabrique du négationnisme, en fait, quasiment de la modification d'histoire, quoi. Enfin, excuse-moi, je t'ai interrompu, mais parce que j'ai lu un truc là-dessus. Oui, parce que de toute façon, avec les réseaux sociaux, etc., moi, je crois que ce qui nous manque énormément, c'est la curiosité, parce que les réseaux sociaux, les algorithmes nous dirigent vers ce qu'on regarde déjà. Donc, on va pas aller voir des trucs contradictoires. Et quand je parle de l'obsession des imbéciles, de leur contradiction obstinée, c'est que même si tu leur dis la Terre est ronde, on l'a prouvé, voici les photos, c'est pas la peine. C'est la Terre est plate. Elle est plate. Ok. Quand tu vas voir j'avais lu les jeunes Zémouriens, où vraiment certains sont partis avec leur bâton de pèlerin en disant, vous savez, les jeunes, ils vous mentent sur la politique, ils vous mentent sur l'histoire.
Et les autres disaient, mais on s'en fout, on s'en fout complètement. Donc c'est effrayant. Et c'est le pouvoir aussi de ces imbéciles sur le pouvoir politique, sur le pouvoir. C'est-à-dire que je ne comprends pas, je comprends qu'on dise des conneries, ça c'est universel, mais je comprends pas qu'on écoute ces gens-là, qu'on en ait peur au point... De leur donner autant de poids, quoi. Ouais. Ça me... Je suis stupéfaite. Liliane, tu as un puits de sciences littéraires, tu lis beaucoup, comme je le disais. Je lis. Si, quand même, tu as une grande culture littéraire, comparativement quand même au niveau qui est en train de chuter un petit peu en France au niveau lecture. Hein. Mais est-ce que tu aurais des incontournables à nous livrer, tu vois, en termes de livres? J'ai utilisé 2 fois le mot livre, excuse-moi, je vais la refaire parce qu'elle n'est pas terrible cette phrase quand même. Est-ce que tu aurais des références littéraires incontournables à nous donner? Alors, j'ai envie de donner des livres que j'ai aimés et des romans. Mais vraiment des romans qui vous embarquent dans des univers que vous n'aviez pas prévus, que vous ne connaissiez pas. Donc je dirige pas vers les essais ou les choses comme ça parce que c'est... oui, vraiment vers le roman. Pour moi, c'est ça. Là, les grandes découvertes, pour moi, mais c'est John Boyne. Ça s'appelle les fureurs invisibles du cœur. Je me souviens jamais. C'est les fureurs invisibles du cœur. C'est en livre de poche en plus. Hein. D'accord. Ensuite, bien sûr, Camus, Romain Gary. La promesse de l'aube, alors ça c'est magnifique. Dans les auteurs d'aujourd'hui, moi j'aime beaucoup Nicolas Mathieu, j'aime Christian Bobin, j'aime Jasmine Howard, j'aime Goliarda Sapienza, les classiques, le 19e siècle. Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire que pendant ces années où on s'est pas vu, donc je pige et j'ai aussi été chroniqueuse sur France Inter dans l'émission de Clara Dupont-Moreau, Livre et Châtiment. Il a fallu relire les classiques. Et incroyable de relire Madame Bovary presque 30 ans après. Que je le fasse. C'est incroyable parce que elle qui était mon idole, je l'ai trouvée tarte. Mais donc c'est pour ça aussi que il faut prendre du temps pour que le féminin s'impose et change, parce que si on est baigné du 19e siècle, du début du 20e, le rôle de la femme c'était de dire non pour dire oui, mais et d'ailleurs je sais pas, comme j'ai la fille d'une copine, elle étudie Madame Bovary, je lui ai demandé, je lui dis alors comment tu trouves, elle me dit celle-là, parce qu'elle a l'accent du sud, celle-là elle a qu'à s'en prendre qu'à elle-même, hein, cette Madame Bovary. Et voilà, et je me demande comment on enseigne les classiques aujourd'hui. Mais voilà, mais sont en train de s'écrire les livres que nous lirons demain, que nos gosses liront demain, et donc voilà, on aura plus. Il faut un peu de patience pour ce monde qui change. Voilà. Clair. On manque de patience. Est-ce que tu as des coups de cœur récents, je sais pas, une pièce de théâtre, un lieu, un livre, un film, je sais pas, quelque chose. J'ai pas trop réfléchi à ça dans les livres. Là, c'est les éditions Gallmeister que je recommanderais, puisqu'ils sont ouverts complètement. C'est la seule maison qui s'est ouverte à la littérature nord-américaine, qui fait du nature writing, puisqu'il faut mettre des noms sur tout. En gros, c'est les grands espaces ont un vrai rôle dans le roman. Bon, si on avait lu Jim Harrison avant, c'est à peu près ça. Et là, c'est toute une gamme d'auteurs incroyables. En film et série, j'ai pas réfléchi. Je sais pas. C'est pas grave. Je vous le dirai au fur et à mesure. Ouais, t'as pas besoin de répondre maintenant, hein. C'est pas obligatoire. Liliane, est-ce que tu as un dicton préféré? 3. Ah. Toujours. Ah oui, parce que tu m'avais demandé aussi ce que je recommanderais. Oui. Eh bien, ce que je recommanderais, c'est de réintroduire les balles.
tout simplement, de danser avec les hommes, de retrouver le contact avec l'homme, le slow, le toucher, la valse et tout, de plus danser tout seul devant un miroir en boîte de nuit. Et je pense que ça manque énormément. Et ça, j'ai voulu le proposer une équipe pour le 8 mars et j'ai dit ce serait bien qu'on danse avec les hommes pour faire voir qu'on a ce chemin à faire ensemble. Et on m'a dit ton projet il est hyper hétéronormatif. J'ai dit mais pourquoi c'est pas interdit aux homos? Et je pense que des homos hommes peuvent danser avec des homos femmes ou même là, encore là, il fallait décliner son identité, mettre sa sexualité sur la table. C'était et alors finalement ils m'ont dit bon peut-être mais les hommes se tairont. Bon, moi j'ai dit ok donc j'ai pas fait. Et voilà. Donc tu vois un peu le trajet. Donc je reviens à mes citations. Raison, effectivement, c'était un sujet que je voulais aborder avec toi, de savoir comment on peut retrouver une forme de nuance et une manière de s'écarter de cette voilà, avec joie en plus, en apprenant à se réapprivoiser. Comment on va faire le slow maintenant? Et le quart d'heure américain, ça va être quoi? Est-ce que il y a plein de règles à changer amusantes aussi. On peut se marrer ensemble quand même, hommes et femmes. Non, mais c'est ce que tu disais là sur le fait de mettre sa sexualité sur la table. C'est un truc qui est quand même assez lié au fait que notre époque soit foncièrement sexuée. C'est-à-dire que le sexe a pris le pas sur beaucoup de choses. Donc finalement, le fait que la société soit sexe, entre guillemets, où le sexe a pris une place immense dans notre société, oblige tout le monde finalement à se projeter en tant qu'objet sexuel. Finalement. C'est ça, alors que je pense que ça, c'est quelque chose de l'ordre de l'intimité. Je comprends qu'il soit utile de savoir que il faudrait que les enfants ne souffrent plus de se sentir homosexuels et tout ça, c'est une vraie bataille et qui ne gagnent pas du tout en faisant ça. Non. Parce que, là aussi, ça fera l'objet d'une chronique. Mais par exemple, Gabriel, il a 12 ans et il est en 5e. Et il me dit... Tu sais, dans ma classe, elles sont toutes, elles se déclarent toutes bisexuelles et comment on m'a dit, et non binaires. J'ai dit ah bon, mais en même temps ça pourrait être inquiétant, mais il avait l'air de s'en foutre comme de l'an 40. Donc je pense qu'aussi ils apprennent un vocabulaire qu'ils saisissent pas forcément. Ça n'a pas l'air de les perturber trop, donc je me dis bon, c'est peut-être pas très grave non plus. Ouais, c'est peut-être pas à cet âge-là que ça perturbe. C'est peut-être plus tard. Je sais pas. Non, mais sur l'intime, on a, les réseaux sociaux ont quand même levé énormément de barrières sur l'intimité. Enfin, ça a dû jouer aussi sur la nécessité de s'encarter entre guillemets. De s'encarter, exactement. Tout le monde veut être encarté. Alors, je te cite je reviens mes sur 3 tes dictons. Parce que ça fait, je pense que ça résume. Alors. Moi, je retiens quand même celui que tu m'avais dit la première fois, c'est à force de touiller la merde, il faut pas croire que ça va faire du chocolat. Je n'ai pas osé le remettre, je le pense toujours très fort. Donc là, c'est la tolérance atteindra un tel niveau que les personnes intelligentes seront interdites de toute réflexion afin de ne pas offenser les imbéciles. La dictature de la tolérance. C'est attribué à Dostoïevski, je l'ai pas vérifié. Ensuite, tu parles de tolérance ou d'intolérance? De tolérance. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que voilà, de la tolérance. De la tolérance, c'est-à-dire que on va tolérer surtout les imbéciles. Et ensuite, j'aime beaucoup celui du physicien Étienne Klein. Il faut que les gens modérés s'engagent passionnément. Donc là, ça s'adresse à tout le monde, et y compris à ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas du tout agir sur la société. Et ensuite, pour celles et ceux qui, comme moi, parfois se trouvent naïfs, voire un peu cucul-à-praline, j'ai trouvé ça que j'ai adoré. C'est dans Le Prophète de Khalil Gibran. On demande pourquoi prêchez-vous encore, puisque vous savez que vous n'allez pas changer le monde. Parce que je ne veux pas que le monde me change. Donc je crois que c'est pour ça que je continue. Magnifique. Magnifique. Il faut le lire aussi, ce livre. C'est une merveille.
Est-ce que on va se quitter dans pas longtemps, le temps passe vite avec toi. Est-ce que tu voudrais conclure notre échange par un message, un appel, une interrogation, carte blanche? Moi, c'est de redire tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire de ne pas avoir peur d'avoir des doutes, de ne pas avoir peur de dire je n'ai pas bien compris ce que tu es en train de me dire, je ne comprends pas très bien la société telle qu'elle est. En fait, il y a un creuset, il y a une force dans ce pays de gens formidables, mais qui n'osent pas du tout s'exprimer. Silencieuse. Ouais. Et Camus disait les gens qui ont quelque chose à dire ne prennent jamais la parole. Et on entend que les gros, toujours ceux qui ont une grande bouche. Et voilà. Et puis ce serait que le débat puisse exister. J'aimerais bien voir une émission où il y a un débat, mais un débat comme on vient de parler, par exemple, avec pourquoi pas des associations féministes, etc., où on se battrait pas, où on s'expliquerait, où on dirait ah oui là t'as peut-être raison, mais alors dans ce cas-là peut-être qu'on peut faire ça. J'aimerais bien voir ça. Et puis continuer, ne pas lâcher et comme disait, je crois que c'est Mathieu Ricard, il est trop tard pour être pessimiste, donc continuons quoi. Merci Liliane, je te dis à très vite puisque tu vas revenir avec tes chroniques. À bientôt. À bientôt, merci Estelle. Voilà les amis, c'est la fin de cette interview, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast, Apple Podcasts, Spotify ou votre application de podcast préférée. Le partage et la notation du podcast sont super importantes pour moi, donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible. Pour vos suggestions d'invités, n'hésitez pas, je suis joignable sur le compte Instagram du podcast, Réel Podcast. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode.